Alors bonjour à tous, alors bienvenue dans cette nouvelle émission. Alors aujourd'hui je vous propose d'aller dans les coulisses des marchés financiers de manière à identifier les 4 principales forces qui influencent fortement les cours de bourse sur les marchés financiers. Donc je vais vous proposer en fin de compte de décrypter ces 4 forces. Certaines sont beaucoup plus connues que d'autres à travers différentes études qui ont été publiées. Voilà, je vous retrouve tout de suite de l'autre côté, je vous dis à tout de suite. Alors quels sont donc les 4 moteurs des cours de bourse? Donc en contexte, je fais un petit rappel, ici on fait des investissements dans des sociétés cotées, donc on ne fait pas du tout de trading. Cette vidéo s'adresse plutôt aux gens qui font des investissements. Donc le prix ou le cours de bourse ou la valeur intrinsèque sont donc des notions qu'on va devoir aborder pour traiter ce sujet. Donc on va revenir sur les définitions, la différence entre... Et avec les événements qui font bouger le prix et la valeur, on regardera les différents moteurs qui bougent les cours de bourse. Alors pour pouvoir aborder ce sujet, je vais m'inspirer des propos d'Amodaran, qui est donc un professeur de finance d'entreprise à New York. Donc c'est une pointure mondiale, il fait de la recherche, il fait des publications, il enseigne. Il publie notamment sur son blog, dont je vous ai mis ici le lien, énormément de contenus qualitatifs qui sont gratuits. Il a aussi une chaîne YouTube où il diffuse aussi ses connaissances, notamment des vidéos sur comment évaluer les sociétés, etc. Alors voici un des topos qu'il a fait sur comment analyser en fin de compte la différence entre le prix, la valeur et les différents moteurs qui sont sous-jacents par rapport à ça. Donc vous inquiétez pas par rapport à toutes ces cases, on va les détailler et on va faire un focus donc sur le prix et la valeur intrinsèque des sociétés qui sont cotées. Alors si on s'intéresse d'abord au prix, donc le prix c'est le cours de bourse, donc c'est une donnée qui est factuelle puisqu'elle est fixée par les marchés financiers en fonction de l'offre et la demande, avec derrière des intervenants humains ou des algorithmes. Donc une société qui cote 100 €, c'est non discutable, ça cote vraiment 100 €. Il est possible qu'une heure après ça cote 105 ou que ça cote 95, mais toujours est-il que le cours de bourse, donc le prix, il reste factuel. À l'inverse, vous avez la valeur intrinsèque qui est donc beaucoup plus subjective parce que c'est une valeur qui est estimée par les gens qui essaient de trouver une valeur intrinsèque à la société qui est cotée. Et donc on est plutôt là sur des fourchettes de valeurs. Par abus de langage, on parle de valeur intrinsèque, mais on est plutôt sur des fourchettes parce que selon les différentes méthodes pour estimer la valeur intrinsèque de la société, il y a des hypothèses et avec toutes les incertitudes sur les hypothèses, on est plutôt sur des fourchettes. Donc par exemple, une société dont on estime que la valeur intrinsèque c'est 100 €, il est possible que ce soit plutôt peut-être 105 €, 95 € en fonction des variations des différentes hypothèses qu'on peut faire. Et donc entre les deux, il y a un écart qui peut être positif ou négatif ou qui peut être quasi nul. Donc il peut être avec une société qui cote en cours de bourse largement au-dessus de sa valeur intrinsèque estimée. Donc à ce moment-là, on est plutôt sur une survalorisation par rapport à la valeur intrinsèque. Vous pouvez vous retrouver avec une société qui cote en dessous de sa valeur intrinsèque et à ce moment-là, on est face à une décote. Ce qu'il faut surtout comprendre, c'est que tout ça, ça bouge dans le temps. Donc le cours de bourse, on est bien au courant que ça bouge énormément dans le temps. Mais vous avez aussi la valeur estimée. Donc je rappelle, c'est de la fourchette de valeur, mais la valeur estimée, ça reste des sortes de fourchettes qui vont évoluer en fonction de tous les paramètres qu'on va rentrer dans ces sortes de modèles, en fait, pour pouvoir évaluer la valeur intrinsèque. Donc on va regarder déjà ce qui fait bouger les cours de bourse. Ici, on va faire un focus là-dessus et en prenant comme hypothèse que la valeur intrinsèque, elle n'a pas bougé ou elle n'a pas encore bougé. Donc, quelles sont à ce moment-là les forces qui existent qui vont pouvoir faire bouger le cours de bourse sans que les fondamentaux quelque part de la société n'aient bougé. Alors là, les moteurs sur les prix qui vont faire donc bouger les cours de bourse, ça vise à augmenter la demande, une sorte d'appétence en fait sur le titre, sur le marché, ou à l'inverse en fait augmenter en fin de compte une sorte de demande à la baisse, donc de vendeurs, amener des vendeurs sur la société. Donc les différents moteurs qu'on va voir ici, le premier c'est un moteur qui s'appelle l'histoire racontée et donc je vais vous donner des exemples. Donc l'histoire racontée, ça consiste à, sans changer la valeur intrinsèque de la société, d'avoir une présentation de la société vers les marchés financiers qui soit un petit peu différente de ce qui existe par le passé. Et donc on va raconter une nouvelle histoire. Donc je vous donne un exemple ici par exemple avec la société Orpea qui a donc changé de nom pour devenir la société Emeis. Donc je fais un rappel rapide sur la société Orpea. Donc je vous ai mis ici le cours de bourse de la société, donc qui cotait à peu près 100 € autour de ça dans les années 2020-2021 et apparu en fin de compte un livre qui s'appelle Les Fossoyeurs. Donc j'avais fait une vidéo sur ça, sur le crack Orpea. Je vous remets ici le lien où j'avais identifié les risques associés, puis malheureusement les risques se sont réalisés. Le cours de bourse suite à ce livre sur les Fossoyeurs, il est tombé quasiment à zéro, puisqu'il y a eu à ce moment-là, à travers ce livre, un gros focus qui a été mis en avant sur la gestion de la société, l'intégrité des managers, la façon dont les résidents étaient traités, etc., etc. Et vu que la société était beaucoup endettée, à ce moment-là, il y a eu les créanciers qui ont pris le pouvoir, ils ont fait une dilution massive, ce qui fait que le cours de bourse est passé de 100 € à peu près zéro. Et donc, ce que dit en fin de compte la suite, c'est que la société raconte une nouvelle histoire
où je vous ai mis ici l'extrait d'une publication du 21 mars 2024, où on apprend ceci, c'est qu'Orpea, en fait, le changement de nom, il est salué par un rebond en bourse, puisque Orpea aligne une seconde séance de forte hausse jeudi à la Bourse de Paris, les investisseurs saluant le changement de nom d'exploitant de la maison de retraite présenté comme une nouvelle étape. Le communiqué, en fin de compte, Orpea explique que cette nouvelle identité est censée porter cette nouvelle ambition, qui met le collectif au cœur de nanani nanana. Donc vous voyez là, on raconte une nouvelle histoire, la valeur intrinsèque elle n'a pas vraiment changé, on explique que on tourne une page, on a changé la direction, il y a des nouveaux actionnaires, on change le nom pour repartir sur une meilleure image de la société. Alors à l'inverse, vous avez aussi des histoires qui sont plutôt cauchemardesques, puisque là je vous ai mis le cours de Eurofin en fin de compte qui donc était à peu près dans ces niveaux-là en juin, donc là on est en 2024, hein, puis qui a été attaqué par un fonds vendeur à découvert, qui est un fonds qui est très connu, et donc lorsqu'il a publié ce fonds comme quoi les comptes d'Eurofin c'était pas super clean, qu'il y avait des magouilles dans les comptes, etc., vous vous êtes retrouvé avec le cours de bourse qui est parti de à peu près 53 pour faire un plus bas en une seule journée, hein, à peu près vers 40 euros, pour maintenant se stabiliser à peu près par là, puis à ce jour on est plutôt vers 49 euros. Donc là vous avez une histoire où la valeur intrinsèque elle n'a pas forcément encore changé, il n'y a pas de fait avéré comme quoi la valeur intrinsèque change, mais vous avez à ce moment-là une histoire en fait qui arrive comme quoi la société on vous ment, c'est pas la vraie valeur, etc., etc. Alors les nouvelles histoires comme ça, on en a eu beaucoup par le passé. En ce moment, dans le présent, là en 2024, il y a tout ce qui est intelligence artificielle avec des sociétés qui sont sur ce segment-là ou qui se raccrochent à ce segment-là pour raconter une nouvelle histoire. Par le passé, on a eu aussi dans les années 90 Internet, avec des sociétés qui étaient plus ou moins affectées à ça, qui nous expliquaient que le monde allait changer avec Internet, etc. Donc ça c'est vrai, le monde a changé. Pour autant, il y a beaucoup de sociétés qui n'en ont pas profité. Il y en a quelques-unes qui en ont vraiment beaucoup profité. Et pas plus loin que ça, souvenez-vous, en 2020, on avait le Covid donc qui est apparu, et vous aviez des sociétés qui nous ont raconté des histoires comme quoi elles avaient trouvé, par exemple, le tissu miracle qui, lorsqu'il y avait des projections avec du coronavirus dessus, permettait de détruire quasiment l'intégralité de tous les virus. D'autres sociétés avaient trouvé des rayons, en fin de compte, qui permettaient de désinfecter de façon très rapide le coronavirus, etc., etc. Toujours est-il que vous avez des nouvelles histoires qui régulièrement sur les marchés arrivent, soit de façon macroscopique comme là avec l'IA, Internet, le Covid, ou de façon, j'irais, très ponctuelle sur des sociétés. Alors vous allez vous retrouver avec des nouvelles histoires de façon macroscopique, avec des sociétés qui vont vraiment en profiter, qui vont améliorer, voire faire exploser leur cash flow, comme c'est le cas par exemple avec l'intelligence artificielle. Et vous avez d'autres sociétés qui n'en profiteront pas. Donc voilà, donc on a vu ce premier moteur qui est donc l'histoire racontée par rapport à la société. Le deuxième moteur, qui n'est pas forcément connu, c'est ce qui s'appelle la liquidité du titre et qui concerne, en fait, dans les faits, pas beaucoup de sociétés qui sont mises en avant. Donc, toutes les grosses sociétés, que ce soit sur le SP500 ou que ce soit sur les gros indices des places boursières dans le monde, par exemple dans le CAC 40 sur Euronext, vous n'avez pas de souci de liquidité, mais vous avez des sociétés qui ont des problèmes de liquidité. Et pourquoi je vous dis que ça peut impacter le cours de bourse? Parce que, en fin de compte, en bourse, les titres qui sont peu liquides, ça peut être un handicap sur la valorisation, parce qu'il y a cette notion de décote éventuelle qui sera permanente tant qu'il y a une liquidité qui est faible. J'en veux pour preuve que dans les valorisations qui sont faites par les experts, sur par exemple des opérations sur titre comme des OPA, on doit valoriser des sociétés, on explique parfois qu'il y a des décotes qui sont liées à la faible liquidité, en fin de compte du titre, d'où cette notion de décote d'illiquidité. Alors les sociétés qui sont donc concernées par ça, si elles veulent éviter d'avoir une forte décote pour liquidité trop faible, ce qu'elles font, c'est qu'en fait, elles mettent en place ce qui s'appelle des contrats de liquidité ou des contrats d'animation. Il y a ça notamment sur les small caps. Je vous ai pris un exemple ici de la société CAFOM, qui est donc une société qui est cotée sur Euronext. Je vous mets ici le carnet d'ordre. On voit que c'est relativement plus liquide parce que si vous voulez mettre 5 000, 10 000 euros, voire plus, ça va être compliqué par rapport au carnet. Donc vous vous retrouvez en fait avec CAFOM qui, en toute égalité, c'est des contrats qui sont réglementés mais qui peuvent tout à fait être mis en œuvre, a confié en fait à une autre société qui s'appelle TPI Cap d'animer en fin de compte le cours de bourse, c'est-à-dire que sur le semestre, vous vous retrouvez avec cette société qui a fait à peu près 200 transactions d'achat et 200 transactions de vente pour à peu près 7 000 et puis 9 000, 10 000 titres avec ces montants-là. Le but de ça, c'est quoi? C'est de pouvoir amener dans les carnets qu'on voit ici avec une liquidité plutôt faible, amener de la liquidité. C'est-à-dire si vous voulez éventuellement en acheter ou en vendre, en contrepartie, pourront être présents sans pour autant entraver, j'irai à la au libre établissement des cours de bourse. Mais vous voyez, c'est un exemple. Une autre façon de contrer une faible liquidité du cours, c'est de faire ce qui s'appelle des splits, notamment quand le cours a trop monté. Donc je vous ai mis un exemple ici avec la société Eurofin, donc qui était la même société qui a été attaquée par un fonds vendeur à découvert. En fait, c'est une société qui a eu un beau succès puisque le cours a été multiplié par 423 ans et dans les années 2020, par contre, le titre cotait 700 euros. Et Eurofin a trouvé que c'était un petit peu trop, donc ce qu'ils ont proposé, c'est faire un split 10.
Autrement dit, le gâteau avait la même grosseur en fait, mais il coupait en un plus grand nombre de parts. Ce qui fait qu'en fin de compte, vous vous retrouvez avec le cours de bourse qui sera ajusté à 70 € et les gens qui avaient par exemple 30 titres se retrouvaient avec 300 titres. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui est énormément pratiqué. Hein. Les splits, évidemment, après des cours haussiers, très haussiers. Donc il y a eu ça notamment hein, aux États-Unis, sur Apple, sur Tesla, etc. Mais en France, on a eu ça aussi hein, sur des sociétés comme Valeo. Il y a eu ça chez Biomérieux, Solution 30, Ruby, Tonnellerie François Frères, etc. Donc vous voyez les deux moteurs, l'histoire racontée de la liquidité, et on va regarder un troisième moteur qui s'appelle le momentum. Alors le momentum c'est quoi? Donc c'est expliqué dans ce livre d'Amodaran hein, qui détaille dans tout un chapitre en fait. Le momentum c'est quoi? Les études statistiques ça dit quoi? Est-ce que ça existe ou pas, etc. Donc ça c'est un bouquin entre parenthèses hein, que je recommande puisqu'il démonte un petit peu tous les mythes en mettant en avant les pour et les contre sur faut acheter des PER pas chers, faut acheter des valeurs décotées, faut plutôt acheter de la croissance, faut plutôt acheter des valeurs de qualité, faut plutôt acheter des valeurs à dividendes, etc., etc. Donc c'est assez détaillé, scientifique et j'ai utilisé quelques graphiques. Donc ce qui fait bouger les cours de bourse en termes de momentum, en fait, ce que dit Damodaran, c'est qu'il explique que le momentum, factuellement, il est constaté. C'est-à-dire que pour faire simple, c'est les titres qui ont fortement augmenté ou baissé depuis 3 mois, 6 mois vont avoir tendance à continuer ce mouvement en fait sur les 3 prochains, les 6 prochains mois. Et il explique ça par 3 facteurs. C'est que le momentum il existe parce qu'il y a des investisseurs qui apprennent plutôt lentement, et on verra à travers un graphe que c'est effectivement vrai. On verra aussi que les investisseurs se copient, ce qui est plutôt vrai aussi à travers le même graphe. On verra aussi que le passé récent est vu comme plus important qu'un passé lointain. Donc ça, c'est un biais cognitif. On a tendance à porter beaucoup plus d'importance aux trucs nouveaux, aux informations récentes, plutôt qu'aux informations anciennes, même si en fin de compte l'impact d'une information qui a 6 mois peut être plus forte qu'une information qui a un jour. Et je vous montre ici un graphe qui montre cet effet momentum, donc extrait du livre hein, que je vous ai mis en avant tout à l'heure. Donc ça se lit comment ce graphe? Ici vous avez des jours. Donc en jour 0, ici vous avez le jour avec une publication des profits qui est annoncée au marché. Et puis donc 10 jours, 20 jours, 30 jours, 40 jours, on regarde l'évolution du cours en prenant ici en échelle en ordonnée le cumul en fait de la variation de cours en excès par rapport à la moyenne. Donc ce qu'on peut déduire ici, c'est que par rapport à toutes les observations des sociétés qui ont été faites, hein, donc il y en a eu plusieurs milliers, hein, des sociétés qui ont été étudiées à travers ce graphe, ils ont fait le résultat, ils les ont découpés en 10 tranches. Ici, on va dire dans les tranches supérieures, vous avez les sociétés qui ont surpris le marché positivement, c'est-à-dire qu'ils ont publié des bénéfices beaucoup plus forts que ce qui était attendu. Ici, en bas, ici, 1, 2, 3, 4, vous avez les sociétés qui ont le plus déçu le marché, donc quelque part des profit warnings qu'il y a eu. Et donc ce qu'on peut voir, c'est que au moment de la publication, vous avez le cours qui monte à la hausse pour les sociétés qui sont plutôt surprenantes à la hausse. Et les sociétés qui ont plutôt bien déçu, il y a le cours qui dégringole. Et ce qu'on peut voir, c'est que 10 jours, 20 jours, 30 jours, jusqu'à 90 jours après, ça continue en fait à aller dans le même sens. Ici, ça continue aussi à aller dans le même sens. Et c'est d'autant plus marqué que vous avez eu, je dirais, une surprise forte, que ce soit à la hausse ou à la baisse. Et deuxième point aussi qui peut être mis en avant sur cet effet momentum, ici on est plutôt sur quelque chose qui est assez bizarre. C'est-à-dire que quand vous avez ici les mauvais élèves, on va dire 1, 2, 3, 4, qui ont déçu les marchés, avant la publication, 10 jours avant, 20 jours avant, vous avez en fin de compte les cours qui ont été amenés à baisser un petit peu plus que la moyenne du marché. Et ce que dit Damodaran, c'est qu'il explique qu'il y a probablement des délits d'initiés avec des gens qui savaient des choses et qui ont donc commencé à appuyer sur le cours, alors qu'en fin de compte la news n'était pas encore publique. Il y a un gérant là qui s'appelle William Higgins, qui est donc président et gérant de Independence Asset Management. Il était passé sur ma chaîne et il avait dit que lui aussi, il avait intégré l'aspect momentum dans sa façon de gérer ses fonds, qui n'existait pas quand il a débuté il y a plus de 30 ans. Maintenant, il intègre le momentum parce qu'il y a des études qui montrent qu'il faut se méfier du momentum, notamment quand il est baissier. Et il avait mis aussi en avant le fait que quand il y a des cours de bourse qui chutent, alors qu'il n'y a pas encore de news, lui, il évite de se précipiter à l'achat parce que c'est pas cher, parce qu'il pense qu'il y a probablement des gens qui savent des choses, des clients, des fournisseurs, donc typiquement du délit d'initié, au même point que ce que mettait en avant ici Damodaran. Et il y a un autre gérant aussi qui est connu qui s'appelle Louis de Fels, qui est aussi propriétaire de la société Gay-Lussac Gestion. Lui, il a carrément intégré dans ses critères de sélection le momentum. Il préfère investir dans des sociétés qui ont des momentum, donc à la hausse, plutôt que prendre des momentum à la baisse, même si c'est pas cher. Donc on a vu les 3 moteurs qui concernent le cours de bourse, que sont l'histoire racontée, la liquidité et le momentum. Donc on voit que ça peut agir sur le gap. Maintenant, si on fait un focus sur la valeur intrinsèque, je vous rappelle qu'on va parler de valeur intrinsèque, mais c'est plutôt une fourchette de valeur. Donc ça se fait selon plusieurs méthodes, et on va les regarder rapidement ici. Donc la première méthode, c'est une méthode qui se dit intrinsèque, c'est-à-dire qu'on regarde la société seule, et on regarde sa capacité à générer des flux de trésorerie. Donc ce qui s'appelle la méthode d'actualisation des flux de trésorerie. Donc on regarde les free cash flows, c'est-à-dire le cash qui reste pour payer soit les actionnaires, soit les créanciers,
Le souci de ça, c'est qu'on doit faire une actualisation à l'infini, donc quid des projections sur les cash flows sur 3 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans, voire plus. Une deuxième méthode qui est beaucoup plus simple en termes de projection, c'est qu'on ne va pas du tout se projeter, on va plutôt essayer de trouver des comparables à l'instant présent et on va regarder dans le secteur les sociétés qui sont comparables, à combien elles sont évaluées. Donc on essaie de trouver des sociétés jumelles à celles qu'on souhaiterait valoriser et on va essayer de regarder les ratios qu'elles ont et on va essayer d'en tirer des lois avec, tiens, tel secteur, on a un VE sur le ROC qui est de temps, on a des multiples de chiffre d'affaires de temps, etc., etc. Alors le souci de ça, c'est qu'il faut trouver le bon comparable qui ressemble vraiment entre les leaders, les pas leaders, ceux qui sont pas tout à fait sur le même segment de marché, qui sont pas tout à fait dans les mêmes régions géographiques, etc., etc. Bon, une des parades pour pouvoir comparer assez facilement, c'est on peut comparer la société à elle-même, sous-entendu qu'elle n'a pas beaucoup bougé. Donc je vous ai mis ici par exemple Precia Molène avec le ratio VE sur le REX dans le temps depuis 2014. Donc ce qu'on peut voir en fonction de ça, c'est qu'on voit que quand on est autour de 6, on est peut-être à des critères d'achat. Et lorsqu'on est plutôt à des critères de 12, on est peut-être sur des critères de vente, sachant qu'entre 2014 et 2024, la société, le cours de bourse s'est beaucoup apprécié. Vous avez d'autres sociétés aussi qu'on peut évaluer sur VE, sur EBITDA. Donc j'ai pris ici par exemple un extrait de ce que propose Zone Bourse. Donc sur LVMH, vous avez VE sur EBITDA qui est à peu près en moyenne à 14,8 sur les 5 dernières années. Et il y a une troisième façon d'évaluer aussi la société qui est une façon beaucoup plus patrimoniale, c'est-à-dire qu'on va faire comme si on liquidait la société, c'est-à-dire qu'on va regarder les actifs qu'elle détient, on va regarder les passifs, ce qu'elle doit, on fait la différence entre les deux, on actualise tout ça comme si on voulait vendre, et donc on se retrouve avec une stratégie de liquidation, c'est tiens ma société, si je la vends aujourd'hui, combien ça vaut en fonction de ce qu'elle a. Bon, le souci de ça, c'est qu'on n'est pas du tout sur continuité d'exploitation pour générer des cash flows, c'est qu'on est dans un souci où on veut tout vendre. Donc bon, pas forcément bien pour les sociétés qui doivent continuer à exploiter avec les actifs qu'elles ont. Alors ce qu'on a vu avec les valeurs estimées sur la valeur intrinsèque de la société, c'est que ça dépend beaucoup des fondamentaux à travers des fourchettes sur l'actualisation des cash flows ou les comparables ou à la limite le patrimoine pour avoir un actif net réévalué. Mais ça va énormément dépendre des fondamentaux qui sont liés à est-ce qu'il y a de la croissance ou pas, quels sont les risques pris, quelle est la durabilité de cette croissance ou pas, etc., etc. Donc on va dire ça c'est grosso modo la même famille qui est liée aux fondamentaux. Et on avait vu les trois anciens moteurs, histoire racontée, momentum et liquidité qui sont plutôt sur le prix. Et donc il y a un écart parfois entre les deux et se pose la question de comment combler l'écart, notamment quand ça décote. Donc si vous êtes plutôt un investisseur value, vous achetez des valeurs décotées, quels sont les ingrédients pour diminuer la décote? En fait, ce qu'il faut changer à ce moment-là, c'est le regard de la bourse. Donc il faut une sorte de catalyseur. Je vous ai mis ici des raisons qui sont sur les gaps, qu'on peut avoir ici un écart et qu'on décote, peut y avoir une mauvaise gestion, peut y avoir un problème de gouvernance, peut y avoir une statut de holding, peut y avoir des flux vendeurs. Et donc les moteurs pour diminuer ce gap, ça peut être des informations qui vont modifier la valeur intrinsèque de la société, qui vont donc montrer que la valeur intrinsèque de la société, en fait, elle a monté, parce qu'ils ont fait des super profits, etc. Il peut y avoir un changement de direction, un changement aussi de statut de la holding, fin d'une holding, fin d'une commandite aussi, par exemple. Il peut y avoir l'arrêt du flux vendeur, une OPA qui peut se faire à la valeur intrinsèque. Il peut y avoir aussi un changement de statut boursier, où la valeur était plutôt considérée comme quelque chose qui décote, parce que ça fait trop rien, ça glandouille, etc., à un changement de stratégie, puis la valeur, elle part en croissance. Donc je vous ai mis ici en exemple, en fin de compte, une société qui coche toutes les cases de ce qui peut créer de la valeur appréciée par la bourse. Je vous ai pris Nvidia, donc ici je vous ai pris un extrait de Zone Bourse avec ce qu'on peut appeler ici consensus, la moyenne du consensus des 60 analystes qui suivent la société. Donc on peut dire qu'ici c'est une sorte de target price, donc c'est une sorte d'évaluation de la valeur intrinsèque de la société. Donc voilà, et ce qu'on peut voir c'est que le cours de bourse a énormément monté, la valeur estimée intrinsèque de la société a beaucoup monté. Et si on regarde les fameux moteurs que je vous ai montrés, la liquidité, est-ce qu'il y en a? La réponse c'est oui, c'est pas un souci cette liquidité. Est-ce que l'histoire racontée elle est bonne? Oui, forcément oui, elle est plutôt bonne, on est sur l'IA, voilà. Est-ce que le momentum? Oui, peut-être même y avoir une histoire de FOMO, c'est-à-dire qu'on a peur de louper cette magnifique société, donc vous avez les gens qui se copient par rapport à ce que on avait dit sur l'aspect momentum. La performance économique, est-ce qu'elle est là? Oui, maintenant c'est avéré. C'est une boîte qui a complètement explosé ses cash flows. Est-ce que le regard est plutôt positif de la bourse? La réponse c'est oui aussi. Donc vous voyez là, on a un parfait exemple d'un alignement parfait des planètes sur le fait que l'histoire racontée est des livres, on apprécie ça, il y a du momentum, la perf économique elle est là, et donc en fait le cours de bourse il explose. Donc en synthèse, ce qu'on peut dire c'est que pour tout ce qui est la valeur intrinsèque, on peut résumer les différentes façons d'estimer la société à un seul vrai moteur, c'est la perf économique. Il faut que les cash flows, la croissance, la qualité de la croissance, etc., ou la qualité des cash flows, il faut qu'elle soit présente.
Donc toutes les nouvelles qui vont impacter la perf économique vont faire qu'il peut y avoir une variation du cours de bourse, puisqu'on va dire finalement la valeur intrinsèque qui était à 100, ça se trouve elle est à 80. Donc le cours de bourse va peut-être baisser pour se réajuster avec la valeur intrinsèque qui peut d'un coup décrocher de 20%. Après pour le cours de bourse, on a vu les histoires racontées, le momentum, la liquidité, ça peut avoir un impact sans pour autant que la valeur intrinsèque de la société ait changé. Alors merci d'avoir regardé cette vidéo donc jusqu'à la fin. J'espère que vous avez trouvé des informations utiles pour mieux comprendre les facteurs qui influencent les cours de bourse. Et si vous souhaitez aller plus loin et approfondir vos connaissances, je vous invite à vous inscrire à ma newsletter. Donc en vous inscrivant, vous allez recevoir 30 minutes de cours gratuits sur la lecture des états financiers et vous aurez aussi accès à mes dernières analyses des sociétés cotées sur Euronext. Le lien se trouve dans la barre de description de la vidéo. N'oubliez pas non plus de liker cette vidéo si elle vous a plu, de laisser un commentaire, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait pour ne rien manquer de mes prochaines publications. Voilà, sur ce, je vous dis à bientôt, prenez soin de vous, ciao.